La loi engagement et proximité qui a été adoptée en décembre 2019 a introduit des nouvelles dispositions pour les intercommunalités, à savoir d'organiser en début de mandat un débat et une délibération à la fois sur l'élaboration d'un pacte de gouvernance, mais aussi sur les conditions et les modalités de consultation du Conseil de développement et d'association de la population à l'élaboration des politiques publiques intercommunales. On a constaté que ce deuxième volet relatif au Conseil de développement et à la participation citoyenne a finalement été peu traité jusque-là. Et c'est pourquoi on a souhaité vous proposer aujourd'hui cet atelier avec la coordination nationale des conseils de développement, la CNCD, qui est représentée par Alexandra Vidal aujourd'hui. Donc l'objectif de cet atelier, il va être de pouvoir s'inspirer notamment des chartes de la participation et de pouvoir réfléchir collectivement à ce que pourrait contenir cette délibération, ce qu'il ne faudrait absolument pas oublier, la manière de s'y prendre, qui associer, etc. Comme l'a dit Emeline, finalement, il n'y a pas beaucoup d'indications sur le comment faire, puisque cette loi elle a été, pour remettre un peu l'histoire en perspective, construite dans la continuité du grand débat national, avec la volonté quand même, avant tout, de redonner une place aux élus locaux et notamment dans le champ intercommunal aussi de travailler l'articulation entre intercommunalité et communes. Donc ça, c'est le contexte général. Donc du coup, cette loi engagement et proximité, dans ses premiers articles, elle propose deux choses parce que c'est dans le même texte, c'est ce que vous montre un peu la petite visualisation, là, la petite infographie. Dans un article premier, elle dit d'une part qu'il faut qu'il y ait en début de mandat pour les intercommunalités, j'insiste quand même peut-être sur ce point, c'est quand même pour les intercommunalités, qu'il y ait un débat et une délibération sur le pacte de gouvernance, et de la même manière qu'il y ait un débat et une délibération, et là compris dans le même article, un débat et une délibération sur le conseil de développement et sur l'association de la population. Donc c'est les articles, on le verra ensuite, quel article du Code général des collectivités territoriales est modifié, mais en tout cas, tout ça est dans le même article du texte de loi. Elle indique après des notions de contenu et de délai. Alors, des contenus sur le pacte de gouvernance. Sur le pacte de gouvernance, il y a une série de contenus indicatifs. Vous l'avez peut-être pour la plupart lu sur les instances, les conférences des communes, sur les schémas de mutualisation. Donc, on voit bien quand même que le pacte de gouvernance, il traite avant tout des relations entre l'intercommunalité et les communes. Sur le débat et la délibération au Conseil de développement et association de la population. Là, en revanche, pas de contenu indicatif précisé, même si on va le voir dans l'intitulé même, il y en a, mais il n'y a pas d'indication plus précise. Une indication de délai pour le pacte de gouvernance de 9 mois, mais pas de délai mentionné pour le débat Conseil de développement et association de la population. Donc ça, c'est une première indication. Et effectivement, ensuite, une fois qu'on a lu ce texte, pas trop de décodage ou de décryptage de la part des associations d'élus, c'est-à-dire ni vraiment la DCF, France Urbaine, l'AMF citent le pacte de gouvernance, mais ne disent pas grand-chose sur le débat et la délibération. Pas plus la Direction générale des collectivités territoriales, enfin, sauf si quelqu'un a vu passer une circulaire ou un guide pratique, ne donne d'informations particulières. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on a mis des points d'interrogation là sur la fin. Est-ce qu'il y a au moins 2 délibérations? Nous, il nous semble que comme il y a 2 articles et qu'à chaque fois, il y a en début d'article un débat, enfin 2 alinéas, pardon, dans cet article, un débat et une délibération sur le pacte de gouvernance, un débat et une délibération sur l'association des citoyens et le conseil de développement, il nous semble qu'il faudrait au moins qu'il y ait 2 délibérations distinctes, 2 débats et 2 délibérations distinctes, même si, encore une fois, on va le voir et dans l'atelier et dans le texte de loi, il y a probablement des articulations à joindre. Et on a mis au moins, parce que rien n'interdit, vous verrez sur les modèles, de faire une délibération de lancement, une délibération de clôture, enfin en tout cas, c'est assez libre.
Donc voilà, grosso modo, pour avoir le schéma bien en tête sur les deux chemins. Ensuite, si on passe à la deuxième diapositive, juste pour vous redonner l'intitulé, la lecture intégrale du texte lui-même. Hein, donc vous l'avez sous les yeux si vous arrivez à lire correctement, mais donc grosso modo, c'est l'article 52.11-11-2 donc désormais du Code général des collectivités territoriales, qui dit qu'à chaque renouvellement des instances, le président ou la présidente de l'établissement public de coopération intercommunale doit organiser un débat et une délibération, doit inscrire à l'ordre du jour, pardon, un débat et une délibération sur les conditions et modalités de consultation du Conseil de développement et un débat et une délibération sur les conditions et modalités d'association de la population, et là on voit sur le contenu, à la conception, à la mise en œuvre ou à l'évaluation des politiques publiques, des politiques de l'établissement public. Donc on ne sait pas très bien ce que veut dire le ou. Je ne pense pas qu'il faille choisir. On peut évidemment faire les trois pour ce qui est de l'association de la population. Donc bon, voilà le texte, comme d'habitude, sujet à lecture. Et enfin, dernier élément, peut-être se dire, mais revenir un peu vers l'esprit de la loi, puisque la loi n'est pas très bavarde. Donc ça, c'est ce qu'on vous a mis sur la troisième diapositive qu'on va vous passer. D'où sort ces deux textes, quoi. Donc en fait, il faut bien voir que ce sont des amendements qui ont été apportés au moment du passage du texte de la loi engagement et proximité à l'Assemblée nationale, et que c'est un sous-amendement à un amendement, donc qui a été porté par M. Quetel et M. Houllier. Donc juste, c'est pour ça qu'on vous expose un peu comment eux, ils motivaient leur amendement. Grosso modo, et on va bien voir qu'il y a un lien entre les deux, il disait que ce débat sur l'association de la population, c'était à l'occasion du débat sur le pacte de gouvernance. Donc il y a bien un lien quand même avec le pacte de gouvernance. Et dans leur motivation, ils disent bien que le cas échéant, ce qui va être issu du débat et la délibération sur le conseil de développement et l'association de la population pourra être intégré dans le pacte de gouvernance. Donc encore une fois, le texte, il ne dit pas que c'est obligatoire. C'est juste que quand on regarde l'amendement qui avait été déposé par ces deux députés, enfin, et donc soutenu par eux en tout cas, il dit bien qu'il y a un lien peut-être avec le pacte de gouvernance, à la fois sur le contenu et le tempo. Donc voilà, c'était encore une fois cet amendement pour. Il y a aussi une histoire, c'était avant tout pour défendre d'une part le fait que des conseils de développement ne disparaissent pas, puisque au Sénat, la base juridique avait complètement disparu et que c'était le Sénat qui avait lu en premier le texte. Et puis aussi, c'était pour faire suite à un rapport qui avait été porté par une députée, Émilie Guérel, pour améliorer les démarches de participation citoyenne locale et dans les intercommunalités. Donc, voilà grosso modo ce qu'on peut vous dire du texte, et on ne peut pas vous en dire beaucoup plus comme je vous l'ai exposé parce qu'il n'y a pas eu de circulaire d'application ni même de guide méthodo très, très dense. Je vois, oui, la question. L'amendement a été voté. Hein. Oui, c'est bien cet amendement-là qui a été voté. C'est pour ça qu'on le cite. Il est devenu le texte de loi. Ce n'est pas l'exposé des motifs qui a été voté, mais le texte de l'amendement qui est celui du texte de loi sur l'article 2 du chapitre 1er sur le fait d'associer les citoyens et le conseil de développement. J'ai vu qu'il y avait une question sur le seuil. Alexandra, tu me compléteras, mais pour moi, non, il n'y a pas de seuil, hein, puisque justement, il n'est pas indiqué que c'est soumis à un seuil. Sur la question du seuil, je pense qu'il y a une petite ambiguïté liée au fait que les conseils de développement sont obligatoires à partir de 50 000, au-delà de 50 000, mais le texte de loi ne dit pas que le débat n'est valable que pour les collectivités qui ont mis en place un conseil de développement, et en tout cas sur la deuxième partie, évidemment, non. Effectivement, toutes les intercommunalités sont concernées par ce débat. Donc, du coup, pour les intercommunalités qui n'ont pas mis en place de conseil de développement, c'est l'occasion d'en mettre en place ou de confirmer l'existence d'un conseil de développement si c'est une intercommunalité de moins de 50 000 habitants. Donc voilà, c'est vraiment un débat, une délibération qui concerne toutes les intercommunalités. Et donc, effectivement, c'est un débat, une délibération à prendre en début de mandature. Donc, bien souvent, c'est avant l'installation de création du conseil de développement. Donc, voilà, il peut y avoir cette délibération-là. Et puis ensuite, d'autres délibérations qui vont concerner
uniquement le conseil de développement sur la mise en place, sur la composition, sur des modalités de fonctionnement, etc. etc. J'ai pu voir passer de la part de Sylvie une question sur le fait de savoir s'il y avait obligation. Alors, je pense qu'il y a une ambiguïté. Je crois que ce qui est obligatoire, c'est d'inscrire le débat à l'ordre du jour. Mais c'est pareil pour le pacte de gouvernance, il me semble, oui, à vérifier. Ça ne veut pas dire après qu'il faut le faire. Oui, c'est effectivement le fait d'inscrire ce débat et de prendre une délibération, donc de décider ou non de la mise en place d'un pacte de gouvernance et de décider ou non de la mise en place d'un conseil de développement, sauf pour les intercommunalités de plus de 50 000 habitants qui sont normalement, en principe, obligés de mettre en place un conseil de développement. Donc là, il n'y a pas de choix qui est laissé à l'intercommunalité. Mais là, encore une fois, sur des questions aussi précises, on vous conseille de vous rapprocher de votre service juridique parce que c'est encore une fois toujours une évaluation d'une prise de risque. Il n'y a pas de circulaire d'application qui est très précise sur. Mais pour nous, c'est assez obligatoire. Enfin, il n'y a pas de sanction de prévu. Voilà. Ce qui peut se passer, c'est un contrôle de légalité, un rappel peut-être du préfet qui envoie un courrier pour rappeler qu'il faut prendre cette délibération-là. Donc après, dans les faits, il n'y a pas tellement de contentieux si on regarde dans le droit administratif. Mais bon, c'est potentiellement quelque chose qui peut arriver. Est-ce que l'on peut dire, comme c'est mentionné dans le chat, que les collectivités qui ne voudront pas mettre de conseil de développement devront le motiver? Oui, enfin, on peut penser que du coup, dans le débat, dans les délibérations, enfin, dans le compte-rendu du conseil communautaire, il y a quelque chose d'indiqué pourquoi le conseil de développement n'est pas mis en place ou n'est pas renouvelé. Pour celles de moins de 50 000, pour les intercommunalités de moins de 50 000, elles devront au moins le dire. Si elles doivent inscrire un débat, elles inscriront un débat en disant on ne met pas en place le conseil de développement. Enfin, si elles devront le motiver, mais elles devront le dire. C'est vrai que le texte dit que c'est sur les modalités de consultation, les conditions et les modalités de consultation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je crois qu'on est tous en train d'essayer de demander que ça recouvre, mais ce n'est pas la composition, puisque ça, c'est dans un autre article. Oui, pour le conseil de développement, oui, effectivement, il y a un article dédié dans le Code général des collectivités territoriales, et bon, il est mentionné dans cet article du CGCT. Donc, effectivement, on peut penser qu'il y a une séquence de délibération à prendre, mais ça, on pourra le voir ensuite, je pense, dans les différents ateliers. Oui, mais vraisemblablement, il y aura deux temps. Il y aura ce débat-là, et puis il y a une autre délibération sur la composition. Donc tout d'abord, qu'est-ce qui au niveau du contenu te semble indispensable au vu de ton expérience? Quels éléments ne faudrait-il absolument pas oublier selon toi? Alors, déjà, je voudrais juste un petit mot d'introduction pour dire qu'il y a quelque chose de frustrant à être par ce biais d'écran. Et en même temps, c'est assez génial parce que je crois que si on avait fait un événement quelque part en France et quel que soit ce lieu, on n'aurait pas cette représentativité aujourd'hui. Enfin, il y a des gens, quand je vois Hauts-de-France et Montpellier, Besançon, et j'ai pas vu toutes les étiquettes, mais voilà, c'est un peu génial finalement ces outils et le fait que là, effectivement, on est tous au même endroit, au même moment. Bon, on n'est pas dans quelque chose de sensible, et je le regrette parce que quand on fait de la participation, je crois qu'on aime bien ça aussi. Et donc, effectivement, je suis censée vous expliquer, en tout cas vous parler de la charte, mais à travers ça, plutôt de l'intérêt d'une charte en général. Alors, la nôtre, celle du ministère de la Transition écologique, qui d'ailleurs est coportée, dans le sens où on a 160 adhérents qui la portent, selon moi, autant que nous. Je veux dire, à partir du moment où il y a des adhérents, elle ne nous appartient pas à nous uniquement. Certes, on l'a pilotée. La charte qu'on a faite, elle a une vocation généraliste, c'est-à-dire elle ne s'accroche pas spécialement au code de l'environnement comme on pourrait le penser, puisqu'elle a été pilotée depuis le ministère. Elle peut s'appliquer selon nous à tout projet, à toutes les échelles, à toute thématique. Et ça me fait dire qu'une charte déjà d'entrée de jeu par rapport à l'objet qui vous intéresse, c'est-à-dire donner un cadrage. Enfin, la loi finalement vous incite à un certain cadrage de la participation. Je crois qu'une charte a aussi cet intérêt de constituer une formalisation d'un engagement commun.
Après, il faut voir si c'est seulement la collectivité qui s'engage ou si elle attend une réciprocité de la part des instances et ou des citoyens. Ça, c'est des éléments, par exemple, qui peuvent être intéressants à discuter. Nous, par exemple, la charte, comme je vous l'ai dit, il y a des adhérents qui sont des collectivités, qui sont des établissements publics, qui sont des associations, qui sont des citoyens. Donc, elle est un objet de convergence pour se mettre d'accord sur un ensemble de principes et de valeurs qui devraient guider la participation. Et à ce titre, peut-être que dans les délibérations que vous devez construire, ça peut être une base de travail, voire même un objectif de production, de se dire, bien, si on doit délibérer, peut-être que l'objectif final peut être de se donner un cadre de discussion ou un référentiel de discussion. Et notre charte à nous, en tout cas, ne se vit que comme ça, comme un référentiel pour donner une base. Qu'est-ce qui est important? Eh bien, la charte, elle est basée sur quatre articles. J'allais dire qu'ils sont des grands principes, et je pense que ça peut ressembler à des grands principes de bon sens. Sur le fait qu'il faut cadrer sa concertation, sur le fait qu'il faut y arriver avec un esprit constructif, sur le fait qu'il faut essayer d'associer les publics les plus divers pour garantir la diversité qui est gage, voilà, d'une délibération et d'une construction de décision qui soit la plus riche possible. Et c'est aussi laisser vraiment la place et l'initiative aux citoyens. Donc ça, c'est les 4 grands articles. Si tu me demandes ce qui est indispensable, j'allais dire, restons sur les jalons indispensables qui sont tout simplement chronologiques. Hein. Je cadre bien ma concertation, c'est-à-dire quand j'appelle le public, je lui dis sur quoi je l'interroge, quelle est sa place au sein du dispositif. Vous pouvez avoir des choses tout à fait différentes à discuter avec eux, qui peuvent être aussi bien de l'aménagement qu'un plan programme, qu'un projet tout à fait concret. Mais dans tous les cas, vous avez bien un déroulé de projet. Et ce qui est important, c'est de préciser aux citoyens à quel moment ils interviennent et pourquoi faire. Donc, ce cadrage-là, il est indispensable. Ça paraît tout à fait tautologique, mais je vous assure qu'on passe un temps fou avec nos équipes à nous à essayer de leur faire préciser les questions pour que ça soit autre chose que des généralités. Il y a évidemment l'élément indispensable, c'est aussi dire à quoi ça va servir. Vraiment, enfin, on ne le dira jamais assez. Les citoyens sont, j'allais dire obsédés, le mot est pas très beau, mais en tout cas, oui, leur préoccupation principale, je crois, c'est vraiment de savoir en quoi l'énergie, le temps qu'ils ont pu consacrer et parfois les espoirs qu'ils ont mis dedans, comment ça s'est traduit. C'est-à-dire, voilà. Et comment ça s'est traduit, c'est pas forcément j'ai eu raison ou j'ai tort ou oui, voilà, le projet avance bien dans le sens où je l'ai dit, mais plutôt que la collectivité puisse expliciter pourquoi elle a été dans un sens ou dans un autre. Et ça, franchement, c'est effectivement très, 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 très important. Donc, on est bien sur les classiques, bien cadrer sa concertation, être précis dans la gouvernance, là aussi. Hein, j'ai tendance à dire que la participation du public, finalement, réinterroge la gouvernance parce que quand on se pose la question de la place du public dans notre conduite de projet ou dans notre, voilà, enfin, dans la conduite de projet, on finit par se demander qui décide et comment. Et là, effectivement, introduire le public dans ce cortège, c'est reposer la question de sa place, qui peut être de simple consultation, de concertation, de codécision, voire même de délégation, selon les niveaux qu'on peut décider. Et donc, formaliser ça dans une charte, effectivement, constitue au moins un document de référence que pourraient avoir tous les acteurs concernés, aussi bien du côté de la collectivité que du côté du conseil de développement, que du côté d'autres citoyens n'étant pas forcément dans une instance formalisée. Mais la charte, elle, est un peu ce creuset. Alors, la nôtre est possible, je veux dire, voilà, elle est suffisamment généraliste, mais de manière générale, la question, je crois, que posait Emeline, était de l'intérêt aussi d'une charte pour cadrer les discussions et servir peut-être de base dans ce qui vous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire comment on s'empare de ces 2 articles de la loi de propriété.
Merci pour ces premiers éléments. Une deuxième question plutôt sur les… Tu as commencé à un peu l'évoquer, mais sur les méthodes, sur la manière dont a été élaborée cette charte. Je te laisse expliciter un peu. Oui, bah, le contexte, en fait, vraiment en très peu de temps, hein, c'est que on était en train d'élaborer ce qui allait devenir l'ordonnance du 3 août 2016, donc la dernière réforme du Code de l'environnement sur la participation du public. Et à ce moment-là, disons politiquement, on était porté de manière assez volontaire. Et il a semblé que c'était le bon moment, notamment avec la commissaire générale au développement durable précédente, c'est-à-dire Laurence Monnoyer-Smith, qui est peut-être quelqu'un connu d'un certain nombre d'entre vous, de porter aussi en parallèle du texte de droit qui lui impose, contraint, enfin c'est la nature du droit par définition, par essence, par nature, le droit contraint. Et on s'est dit, ben oui, mais pour faire du changement, et là c'est un discours peut-être un peu plus développement durable qui va m'animer, on peut faire du changement en contraignant, c'est l'un des vecteurs, mais on peut aussi faire du changement en incitant, c'est-à-dire en comptant sur la responsabilisation des gens. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est lancé dans une charte. Et il nous a paru évident que si on construisait une charte de la participation du public, c'était de manière participative. Il fallait qu'on soit en réflexivité sur notre propre objet. Et donc, on a constitué voilà, un comité de pilotage avec un certain nombre d'acteurs de la participation, qui étaient aussi bien les collectivités que des acteurs, j'allais dire, centraux comme la CNDP ou la Compagnie nationale des commissaires enquêteurs, que des représentants de collectivités, que des personnes qualifiées, etc. Donc voilà, on copie quand même d'une 50aine de personnes qui validaient en fait les grandes orientations. Et puis, nous avons fait un travail grâce à l'appui de l'ICPC qu'on remercie ici encore, pour organiser des ateliers qu'on a menés. Alors là, on a été assez volontariste, vraiment de front. En une semaine, on est passé à Paris, Lyon et Bordeaux pour interroger les gens sur si on devait faire une charte, que devrait-il y avoir dedans? Juste pour vous dire à quel point c'était pas téléphoné, c'était pas oui, on a une idée préconçue, on vous soumet un projet, on vous demande de réagir. Ça, c'est une manière de faire de la concertation. Nous, on a assumé de partir vraiment d'une page dite blanche, qui était, voilà, on essaye de cheminer à côté du droit pour être dans un document d'incitation qui cadre les choses, qui soit référentiel, et donc, qu'est-ce qu'il devrait y avoir dedans. Et donc, on a fait ces ateliers voilà, dans ces 3 endroits, là aussi avec des publics qui soient aussi bien du côté de la maîtrise d'ouvrage, aussi bien du côté de ceux qui accompagnent la maîtrise d'ouvrage, donc des bureaux d'études, évidemment des collectivités, et on avait des citoyens, soit qui étaient venus individuellement, soit qui étaient déjà habitués de conseils, notamment de développement, c'était le cas notamment à Bordeaux. De ça, voilà, on a retiré plein de choses très intéressantes sur ce que ça devrait être, ne pas être, jusqu'où aller. Notamment, on a vu que tout le monde avait envie que la charte soit à la fois généraliste et évolutive surtout. Que chacun puisse s'en emparer et la compléter s'il le voulait. Donc, ce à quoi on est arrivé, nous, est plutôt le socle minimum de valeurs et de principes qui doit guider une participation. Après, si l'un de nos adhérents a envie de rajouter des articles 7, 8, 9, 10, il peut le faire. Mais en tout cas, il est dit inaliénable, ce socle. C'est un peu emphatique comme manière de le dire. Mais en tout cas, on se dit que voilà, une participation ne peut pas être en dessous du minimum syndical, pas très joli non plus, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on le conçoit. Et donc, pardon, je reviens un petit peu en arrière sur la méthodo. Il y a eu des ateliers, on a fait une première version, et de cette première version, on a retravaillé avec le comité de pilotage, puis on a soumis sur une plateforme participative le texte. Là, on a vraiment mis le texte devant toute personne qui avait envie d'y contribuer. Pour avoir un certain nombre de remarques. Et c'est vrai que de cette consultation en ligne sur une plateforme, on a ressorti de nouveaux articles qu'on avait, c'est pas qu'on les avait pas vus, mais en tout cas, on sentait qu'il y avait une poussée, notamment pour aller sur la robustesse de la décision et de la reddition de comptes. On s'est rendu compte à quel point c'était important. Et donc, cette seconde phase de consultation en ligne nous a permis de compléter la première version qu'on avait eue avec les citoyens. Donc vraiment, on est vraiment parti d'un tuyau d'orgue, hein, la page blanche, les ateliers, la consultation en ligne,
pour arriver à ce texte. Voilà. Et pour l'instant, on a effectivement 162 adhérents qui se sont engagés à l'appliquer dans leur concertation. Et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que on a tous les types d'acteurs qui, à un moment, interviennent en participation, quel que soit leur, j'allais dire, leur point de vue. Ça ne s'adresse pas seulement aux maîtres d'ouvrage, ça s'adresse aussi au grand public et ça s'adresse finalement à tout type d'acteurs. Merci pour cette réponse très complète. Ça nous donne déjà bien détaillé sur les modes de faire, à la fois un cercle, un comité de pilotage, je ne sais pas comment vous l'appelez, des ateliers, aussi une phase en ligne, mais aussi sur qui associer. On voit que, comme tu disais, qu'il y avait une diversité de parties prenantes qui ont intervenu à un moment ou un autre. Alors, Pierre-Yves, je me tourne vers toi pour voir s'il y a des questions dans le... Il y a une première question sur le chat pour Johanna, c'est quel est ton regard sur ce texte de loi là, dont on vient de parler tout à l'heure? Est-ce que tu aurais envie de nous donner des conseils à ce sujet? Est-ce que ce texte il a quelque chose de spécifique par rapport à ce qui s'est fait déjà par avant? On peut le voir que positivement. Enfin, alors, j'imagine que les spécialistes des collectivités que vous êtes pourraient déplorer le manque de précision, mais c'est pas le premier texte de loi qui laisse place à pas mal d'interprétations. Faut peut-être le voir comme une opportunité justement de s'inventer, ou en tout cas de suffisamment de souplesse pour pouvoir y faire ce qu'on veut dans un cadre donné, ce qu'on appelle un peu un cadre souple. Moi, je trouve ça vraiment très bien qui est à la fois un volet gouvernance et un volet participation citoyenne. Et ce qui est plus étonnant, c'est qu'il y ait deux délibérations, parce que j'allais dire, pour moi, de manière évidente, il faut qu'il y ait des itérations entre les deux types de discussions pour arriver, oui, à deux délibérations si on veut, mais en tout cas, c'est une seule et même discussion, parce que je ne pense pas qu'on puisse parler de manière étanche d'un pacte de gouvernance sans avoir prévu à un moment quelle est la place des citoyens dans cette gouvernance. Et donc, c'est ce que je disais à propos de la charte, c'est toujours bien préciser à quel moment du processus les citoyens ont un rôle à jouer, pourquoi faire, etc. Et donc, je pense vraiment que les discussions, en tout cas sur les deux volets, auraient sans doute intérêt à être mutualisées, parce que l'un englobe l'autre quelque part. Bon, et après, oui, enfin, se réjouir aussi qu'on incite à matérialiser par délibération la place des citoyens. Je trouve ça positif. Je sais pas, moi ça m'intéresserait de savoir comment les collectivités le ressentent. Est-ce que c'est comme oh là là, encore un texte, encore une délib, c'est compliqué, on ne sait pas quoi en faire, voilà. Ou est-ce qu'elles le voient comme une opportunité? Voilà. Si dans le chat il y a des commentaires, ça m'intéressera de les lire. Alors, pas pour le moment sur ce point, mais par contre, il y a une autre question qui s'adresse pas d'ailleurs peut-être spécifiquement à toi, mais qui fait référence à ce que tu disais tout à l'heure sur la place de chacun. C'est comment faire en sorte que le conseil de développement ne soit pas en concurrence avec les assemblées citoyennes ou avec les citoyens en général, mais les assemblées citoyennes, par exemple, imposées lors de l'élaboration du PLH ou pour l'accessibilité des équipements publics. Est-ce que c'est, du coup, tu disais que ça ne s'adressait pas qu'à moi. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent répondre? Je ne veux pas monopoliser la parole. Hein. Moi, je veux bien répondre, hein, mais... Tu peux déjà nous donner ton avis? C'est évident que la multiplication des instances, qu'elles soient formalisées ou non, hein, parce que parfois aussi, on voit que dans certaines circonstances, on demande une participation ad hoc du grand public, pas forcément sous forme formalisée dans un conseil consultatif. Mais c'est vrai que du coup, on a des étages, et on a même des étages qui se constituent entre les instances participatives. Et c'est un vrai challenge de prévoir cette articulation. Au niveau national, on le rencontre souvent maintenant. Hein. On a un Conseil national de la transition écologique, il y a un Conseil national de l'alimentation, et chacun d'entre eux, et évidemment, il y en a beaucoup plus que ça, hein, je vous en cite deux, je crois qu'on en a
vers 250, on a eu une circulaire Premier ministre fin 2018 nous invitant à réduire les comités dits théodules. C'est sans doute qu'il y en a un peu trop. Je ne sais pas quelle est cette notion de trop, mais en tout cas, il y en a beaucoup. Et effectivement, par exemple, le CNA a été incité à ouvrir à la participation du public. La question, c'est eux, ils sont déjà en place. Ils sont composés d'organismes qui se sentent être représentatifs eux-mêmes des citoyens. Comment ils s'articulent quand tout à coup on leur dit bah voilà, sur tel avis on va associer les citoyens. Bon, alors on voit ressortir un certain nombre de questions d'articulation sur la technicité. Oui, mais les citoyens ne sont pas assez techniciens pour répondre à telle et telle question, donc il vaut mieux que ça se passe dans le cadre d'un conseil un peu constitué où les gens ont une expertise. Il y aurait beaucoup à en dire, c'est pas tout à fait, c'est pas vrai. Il n'y a aucun sujet qui soit trop technique pour que les citoyens s'en emparent. C'est une question aussi de temps et de leur mettre le pied à l'étrier pour le faire. Et puis, ça pose des questions de représentativité, j'allais dire, où les conseils finissent par presque s'institutionnaliser eux-mêmes au point de dire, bah non, les citoyens, est-ce que vraiment on peut les faire participer? C'est nous qui les représentons. Donc, effectivement, dans ce cas-là, c'est vraiment indispensable de bien et en permanence réactiver le logiciel clarification des rôles de chacun. Et peut-être que c'est ce qui est compliqué pour vous dans les délibérations que vous avez à écrire maintenant, c'est de prévoir tous les cas, parce que tous les cas, à mon avis, ce n'est pas possible de tous les prévoir. C'est pour ça que donner un cadre général de référence est intéressant. Et puis après, il faut penser presque objet par objet à repréciser l'articulation entre les différents niveaux. Donc, est-ce qu'il y a de la concurrence? Je pense qu'il ne faut pas le voir comme ça, il faut le voir comme de la complémentarité, mais à éclaircir, éclairer et cadrer pour qu'elle soit efficace. Merci Johanna. Il y a effectivement des interventions sur le chat qui montrent que certains voient ça comme une opportunité et d'autres comme un peu une contrainte. Bon, je pense qu'on pourra en reparler dans les ateliers. Ce sera intéressant de voir un petit peu plus en détail comment on fait pour transformer la contrainte en opportunité. Merci beaucoup Johanna de cette intervention. On va passer maintenant la parole à Alexandra, si tu le veux bien, pour nous présenter quelques retours d'expérience. La CNCD a fait un premier recensement de méthodes d'élaboration de délibération. Elle va nous en présenter quelques-unes. Je te laisse. Oui, alors bonjour à toutes et tous. Donc, je vais essayer de faire assez synthétique pour qu'on puisse gagner un peu de temps sur notre programme. Donc effectivement, durant ces derniers mois, on a fait plusieurs visioconférences avec nos membres, donc avec les techniciens en charge d'animation des conseils de développement, mais aussi avec les bénévoles, les présidents membres des conseils de développement. Donc nous avons réfléchi sur le renouvellement des conseils de développement qui intervient dans de nombreux territoires suite aux élections municipales et intercommunales. Et donc, nous avons effectivement également abordé la question de la participation citoyenne, voilà, en ayant bien repéré ce nouvel article dans le Code général des collectivités territoriales et en partant aussi du constat que pour l'instant, il y avait effectivement peu d'informations sur ce sujet du côté des associations d'élus, peu de recommandations, donc vraiment un terrain à explorer. Et c'est vraiment aussi l'intérêt de cet atelier aujourd'hui, de voir comment finalement, on peut faire pour prendre ces délibérations, conduire ces débats. Donc, l'idée, c'est vraiment de partager les réflexions, puisqu'il n'y a pas de réponse unique, il n'y a pas de solution clé en main. Donc, je vais vous présenter quelques exemples. Donc, j'en ai sélectionné 3. Donc, ce sont des exemples issus des réflexions qui datent du mois de juillet. Donc, voilà, ce sont des propositions qui ont été soumises aux élus, au DGS, qui ont pu certainement un petit peu évolué suite aux premiers rendez-vous qui ont été organisés au mois de septembre avec les élus. Donc voilà, je commence par cette première proposition. L'idée de proposer d'abord une délibération de principe pour traiter de la question de la participation citoyenne et également la question du positionnement et du rôle du conseil de développement. Et ensuite, plusieurs délibérations qui suivent. Une délibération sur la composition du conseil de développement et une délibération sur le cadre de partenariat donc entre le conseil de développement et l'intercommunalité. Donc l'idée de cette délibération de principe,
c'est effectivement de réinterroger l'articulation entre l'action publique et la démocratie participative, mais aussi de définir une ambition, un cadre, adapter les dispositifs aux enjeux locaux, par exemple. Donc, derrière cette proposition, il y a l'idée que les membres du Conseil de développement sont associés à l'élaboration du cadre de partenariat, en prévoyant une clause de revoyure ou un dispositif de dialogue-évaluation pour permettre, si besoin, des ajustements. Donc voilà pour ce premier exemple. Ensuite, la proposition numéro 2 donc, est un petit peu différente. Déjà, il y a l'idée d'inclure la charte de la participation citoyenne qui existe déjà dans cette intercommunalité dans le pacte de gouvernance. Ensuite, l'idée d'avoir une délibération de principe pour pouvoir poser la complémentarité entre participation citoyenne et conseil de développement. Et une troisième délibération pour voter la mise à jour du cadre de coopération entre le conseil de développement et l'intercommunalité. L'originalité de cette démarche, c'est la mise en place d'une méthode collaborative entre l'intercommunalité, les communes, les techniciens, les membres actuels du conseil de développement donc, qui sont en fin de mandat. Donc, avec cette proposition, le pacte de gouvernance deviendrait un pacte de coopération sur le territoire, incluant non seulement la dimension commune intercommunalité, mais également celle de la participation des habitants et de l'ensemble des acteurs. Voilà pour cette deuxième proposition. On pourra certainement y revenir un peu plus en détail dans les ateliers. Troisième proposition, alors c'est un cas un petit peu plus particulier. Donc c'est une réflexion à l'échelle d'un pôle métropolitain. Donc c'est un conseil de développement qui est commun à plusieurs intercommunalités, donc une communauté urbaine et plusieurs communautés de communes. Donc l'idée est d'avoir également une délibération de principe. Donc pour le coup, une délibération de principe dans la communauté urbaine et dans les communautés de communes, pour traiter de la question de la participation citoyenne, également du positionnement et du rôle du conseil de développement. L'idée est de mettre en place un comité de pilotage entre élus, conseil de développement, services, pour ensuite élaborer le projet du conseil de développement renouvelé, du nouveau conseil de développement. Ensuite, il y a une séquence de délibération qui concerne plus particulièrement le conseil de développement, donc une délibération sur la composition, et ensuite une délibération pour mettre à jour la charte de partenariat, donc entre le conseil de développement et les intercommunalités, et une convention de mise à disposition de moyens, puisque le conseil de développement est positionné au niveau du pôle métropolitain. Et donc, dans cette proposition, les membres du conseil de développement préparent des propositions sur l'évolution du conseil de développement. Donc voilà pour les exemples que je souhaitais vous présenter. On pourra revenir sans doute en détail dans les ateliers, dans les 3 ateliers, parce que je pense que certains ont dû se reconnaître. J'ai repris des idées de certains de nos adhérents, donc voilà, ils pourront expliciter et nous dire où ils en sont par rapport à ces réflexions. Est-ce que ça a évolué ou est-ce qu'ils poursuivent sur ce chemin-là? Donc voilà pour cette petite présentation. La seconde proposition a le mérite d'inclure plus globalement la participation citoyenne. Alors, pour avoir un conseil de développement à l'échelle de plusieurs intercommunalités, c'est possible, parce que le texte de loi, l'article du Code des collectivités territoriales dit bien qu'un conseil de développement peut être commun entre plusieurs intercommunalités contiguës. Donc après, voilà, il faut des délibérations concomitantes de chaque interco pour décider de mettre en place un conseil de développement en commun. Et nouveauté aussi, un conseil de développement peut être mis en commun entre un PETR et des intercommunalités. Voilà. Ce n'était pas le cas auparavant. Il y a eu cette précision juridique avec la loi engagement et proximité. On n'a pas vraiment dégagé 3 propositions et 3 points d'attention, mais je vais vous faire un résumé très très rapide. On est d'accord pour dire que cette délibération, elle doit affirmer un certain nombre de principes. On a parlé des ambitions de la participation, on a parlé d'une répartition des rôles entre le CODEV et la participation citoyenne, on a parlé des modes de saisine ou d'autosaisine du CODEV, des finalités de la participation finalement. Là où il y a eu un débat, c'est de savoir si la délibération devait ou non
prendre des engagements de la collectivité. Exemple d'engagement, évaluer la participation, faire appel à des garants ou former le personnel de la collectivité, etc. Là-dessus, il y a eu débat, tout le monde n'était pas complètement d'accord. Et dans le deuxième groupe, il y a eu une discussion pour savoir un petit peu, est-ce que dans la délibération, est-ce qu'il faudrait que le CODEV, qu'on précise des rôles entre le CODEV et le reste des citoyens. Donc, il y a eu une discussion là-dessus, notamment avec une idée qui était de donner au CODEV un rôle d'animation de cette participation citoyenne. Au niveau des points d'attention, je vais vous en citer quelques-uns, mais il y en a eu plus que 3. Ne pas embrouiller le citoyen par la multiplication des instances de participation. Laisser de la place à la créativité et à l'innovation. Et troisième, rassurer les CODEV qui craignent de perdre un peu leur liberté dans l'avenir et préciser un petit peu mieux leur rôle. Voilà. Ok. Très bien, merci. On peut passer au... J'essaye de prendre un peu des sur les notes en méthodes. même temps. Sur les méthodes, ouais. Donc Alexandra. Okay. Je vais prendre la suite. Donc sur cet atelier, donc avec les 2 groupes, les points qu'on a retenus, alors je vais retrouver mes notes, voilà, sur les propositions. Première idée, mettre en place un ou plusieurs groupes de travail pluralistes, déjà pour avoir une compréhension commune sur la participation citoyenne, le positionnement du conseil de développement et définir des orientations. Donc dans ces groupes de travail seraient réunis à la fois des élus, des techniciens, pourquoi pas associer aussi les communes, et puis également des membres des instances pérennes, donc que ce soit conseil de développement ou d'autres instances qui peuvent exister à l'échelle de l'intercommunalité. Deuxième proposition, organiser plus largement des débats territoriaux pour partager ces propositions, ces idées, donc des débats territoriaux qui peuvent prendre des formes différentes. Donc ça peut être des débats en présentiel, en s'appuyant notamment, lorsque cela existe, sur des réseaux territoriaux de la participation qui réunissent à la fois des citoyens engagés, des élus, des techniciens, des associations, etc. etc. Cela peut prendre aussi la forme de débats numériques. Donc, par exemple, quand il existe une plateforme numérique, pourquoi pas ouvrir un débat sur cette question-là aussi, sur ces plateformes. Donc, voilà quelques idées pour ces débats territoriaux. Troisième point, travailler l'articulation commune intercommunalité. Donc, peut-être avoir un état des lieux déjà de ce qui peut exister en matière de participation à l'échelle des communes, parce que dans certaines métropoles ou interco, on voit que dans les communes, il y a déjà beaucoup de choses qui sont organisées en matière de participation citoyenne. Et donc, travailler l'articulation finalement entre l'échelle communale et l'échelle intercommunale. Dans les points d'attention, donc on a noté l'articulation avec le pacte de gouvernance, donc on l'avait aussi un peu traité en plénière. Je crois qu'il y avait un groupe dédié aussi au pacte de gouvernance, donc Damien pourra revenir là-dessus. Travailler aussi sur l'articulation, participation des habitants, conseil de développement. Dans les difficultés qu'on a notées, donc c'est un problème de temporalité aussi. Donc, est-ce que ces délibérations, elles doivent intervenir tout de suite dans les 3 prochains mois, ou est-ce qu'on a le temps pour travailler quelque chose de plus ambitieux? Et autre difficulté, c'est une période d'incertitude avec la réinstallation des exécutifs, des nouvelles majorités. Donc, voilà, pour l'instant, on en est au stade des propositions et il est encore difficile de savoir concrètement quel est le chemin qui sera emprunté. Donc voilà pour ces quelques points que nous avons relevés ensemble. Damien, je te laisse la parole. Donc nous, sur l'atelier, sur l'articulation entre les différents morceaux, pacte de gouvernance, association du conseil de développement, association des citoyens. Alors, c'est probablement la première remarque méthodologique, c'est que du coup, le cadre a un peu saucissonné le gouvernance, association des citoyens, et donc effectivement, il y avait une remarque préliminaire
qui est arrivé en conclusion, mais plutôt préliminaire, sur le fait de rendre ça lisible pour les citoyens. C'est-à-dire que finalement, la loi, elle est très centrée élu-service, elle n'est pas vraiment centrée citoyen. Donc, comment on fait en sorte que l'ensemble reste lisible pour le citoyen? Même si, là, pour le coup, je suis prêt à défendre un point de vue sur le fait que la bienveillance qu'on a avec les citoyens, on peut aussi l'avoir d'une certaine manière avec les services et les élus qui ont probablement besoin de ce moment de clarification de leur propre fonctionnement et que ah oui, ils ont aussi leur vocabulaire et leurs besoins en termes d'organisation. Mais ça va être une vraie difficulté. D'où peut-être en termes de proposition l'idée quand même de partir plutôt d'une initiative, enfin en tout cas d'un débat avec les citoyens plutôt que de partir de la collectivité produit son truc et ensuite elle le communique aux citoyens, donc sur l'articulation. Après, pareil, hein, comme Pierre-Yves, on n'a pas forcément fait 3 propositions, 3 points de vigilance, on a mêlé un peu les deux. L'enjeu essentiel des instances de pilotage sur la question de la gouvernance, c'est-à-dire faire en sorte que les questions de participation, et peut-être pour répondre y compris au premier point de vigilance, puissent s'inviter dans le pacte de gouvernance, enfin du moins dans le pilotage du pacte de gouvernance à l'échelle de l'intercommunalité. Faire en sorte que il y ait le fait d'interroger le pacte de gouvernance sur le fait qu'il ait bien conscience que il doit aussi être clair pour le public et qu'il y a aussi un autre aspect sur les relations avec les citoyens. Néanmoins, c'est le troisième point, un point de vigilance sur le fait de ne pas enfermer la participation dans la relation intercommunalité commune. Grosso modo, le risque qu'on voit, c'est que la participation se résume au fait de savoir si l'intercommunalité est légitime à faire participer les citoyens. Donc du coup, faut être vigilant à ce qu'il y ait certes un dialogue avec les communes et sur la relation intercommunalité commune, mais que quand même l'intercommunalité doit peut-être mener en parallèle le pacte de gouvernance et donc la relation essentiellement avec les communes, mais aussi la relation avec les citoyens et disent pas on va discuter dans le pacte de gouvernance sur le point d'accord des communes, sur la discussion que pourrait avoir l'intercommunalité avec les citoyens, pour éviter ce piège. Donc du coup, en termes de proposition, plutôt à un tempo qui consiste à dire il y a une proposition sur le pacte de gouvernance et puis il y a une proposition en parallèle sur les relations avec les citoyens et le conseil de développement, mais que l'une ne précède pas forcément l'autre, elles sont bien en parallèle. Et donc dire quelque chose, en tout cas dans le pacte de gouvernance, de la relation aux citoyens, mais sans le résumer simplement au point de vue des communes sur la relation avec les citoyens. Et qu'est-ce qu'on avait? Non, je crois que j'ai donné les 3 points essentiels.